Félix Spitz, bonjour. Bonjour. Merci. Et bonjour aux auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Personne ne me croira, c'est le titre de votre récit qui vient de paraître aux éditions Fayard. Je commence rarement par cette question, Félix, mais avec vous, je suis un petit peu obligée. Quel âge avez-vous ? 19 ans dans les désordres, 91 effectivement, 91 me va mieux. 91 vous va, 91, bientôt 92 et jusqu'à 120 ans au moins. Vous avez eu un parcours de vie, évidemment, il n'y a pas vraiment de mots pour le qualifier, c'est peut-être vous qui allez le qualifier, mais d'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé, il y a seulement 4 ans, en fait, donc à l'âge de 87, 88 ans, de parler, de raconter ? On sait que les rescapés de la Shoah, pour la plupart, ont mis beaucoup de temps à parler. Vous avez mis quand même vraiment beaucoup de temps. Pourquoi ? Pour la simple raison que je ne souhaitais pas disparaître avant d'avoir fait part de mes impressions, de mes conclusions, de mon vécu pendant un laps de temps relativement court, 12 années, pendant lesquelles j'ai vécu un tas de choses de façon à moitié inconsciente, ce qui fait d'ailleurs que j'en parle aujourd'hui. Vous dites dans les premières pages du livre, vous dites que pendant longtemps, quand vous racontiez ces faits, ce qui vous était arrivé, vous dites « Je ne pouvais pas les énoncer à la première personne, comme si mon cerveau se refusait, même a posteriori, à les envisager. » Vous dites « Ce n'était pas mon histoire, c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Et pourtant, je sais bien que Félix n'est pas immortel et que son récit doit lui survivre. » Eh oui, parce que d'écrire certaines choses à la première personne, ça aurait été trop douloureux pour le faire, et je n'ai pas pu le faire. Ce qui fait d'ailleurs, quand on a mis les choses en ordre, et c'était pas commode, parce que j'ai quand même mis près de 5 ans pour faire ce livre. Pourquoi ? Parce il fallait que tout puisse revenir. Le livre a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de... Non, ma mémoire reste fidèle. Le 9/10 des faits, des choses que je raconte, c'est comme si il s'était passé hier. Toujours. Ça a toujours été comme ça. La mémoire est très précise, à telle enseigne, d'ailleurs je l'écris, que étant à Cracovie, au fameux musée de Schindler, son usine transformée en musée auditif et visuel, j'ai trouvé un récit d'un fils de cordonnier qui a vécu au ghetto de Cracovie, qui était né là-bas, etc. Et je voulais me rendre compte si ce dont je me remémore actuellement correspond à une réalité et n'a pas été faussé par des choses entendues, lues, vues, etc. Ben non. Les peu de choses qu'il raconte et que j'ai vécues correspondent exactement. Vous dites, à ma grande surprise, tout était absolument conforme. C'est à ce moment-là, quand vous étiez avec votre fils à Cracovie, que vous vous êtes dit, bon, maintenant, il faut que je parle, il faut que je raconte. C'est exact. Et j'ai rencontré, n'est-ce pas, quand j'ai revu mon école communale, où je suis resté un court laps de temps. C'était un samedi, mais les portes étaient ouvertes. Je suis entré. Aujourd'hui, c'est une académie des dessins ou des sculptures. Les femmes de ménage nettoyaient. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je dis, je suis le vieux criminel qui revient sur le lieu de ses forfaits. Et une vieille femme a dit, ah oui, il fut un temps, c'était une école des garçons. Pourquoi vous aviez été à Cracovie avec votre fils ? C'est votre fils qui vous avait demandé ou c'est vous qui aviez... Non, et mon fils avait affaire à Varsovie et on s'était donné rendez-vous à Cracovie le vendredi pour rester samedi, dimanche et de rentrer ensemble. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que vous avez fait. Dans le prologue du livre, et après on va raconter votre histoire, Félix Spitz, vous dites dans ce livre, on trouvera peu de larmes et peu de peur. Dans l'action, on n'a pas peur. C'est exact. Dans l'action, on n'a jamais peur. Enfin, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais eu peur. Il y avait des situations, évidemment,
ou étant fataliste, il fallait attendre au pire, mais ma foi, c'est inné à l'existence. Il faut croire que je m'en étais fait une raison. Mais de dire que j'ai tremblé de peur, jamais. Vous n'avez jamais eu peur pendant toutes ces années. Alors on va raconter votre parcours, Félix, et nos auditeurs vont se rendre compte le nombre de fois où vous avez échappé à la mort, le nombre de fois où vous vous êtes débrouillé, le nombre de fois où vous avez eu un instinct de survie. C'est comme ça que ça s'appelle. Un instinct de survie, il peut être un jugement considérant que personne ne pouvait me conseiller. Je devais prendre les décisions moi-même et je n'avais pas le droit de me tromper. Et vous vous êtes pas trompé. Vous dites aussi dans ce prologue, je veux témoigner tant qu'il est encore temps. Néanmoins, écrire est extrêmement difficile. La parole est une chose, comme on le fait aujourd'hui. La fixer sur le papier en est une autre. Vous dites que relire finalement ce que vous aviez écrit, c'était très très douloureux. Parfaitement. Parfaitement. Et la première fois, lorsque j'ai assisté au Studio Gabriel, à l'avant-vision ou à l'avant-annonciation du film de Spielberg, La liste de Schindler. Oui. C'est Kavanagh avait fait ça. J'étais dans le public, assis à côté de la femme de Pizarre, qui lui était sur le plateau, mais Pizarre n'a pas été à Plaschow. Donc, on a raconté un tas de bêtises, j'étais dans l'impossibilité d'intervenir. Mais en revanche, sur la toile, il y avait des images concernant des interviews des personnes que j'avais connues pendant la guerre, pendant cette époque, et alors tout est revenu. Et ça, c'était un choc immense. Pour vous. C'est revenu d'un coup, comme ça. Oui. Alors, vous êtes né en 1928, à Chemnitz. C'était où, Chemnitz ? C'est la 3e ville de Saxe, ville industrielle, qui avait à l'époque quelques 370 000 habitants, dont 1% peut-être de la population juive, une très belle synagogue, bien orientée, mieux orientée que celle de Paris, qui n'est pas bien orientée à cause de l'impératrice, qui n'a pas voulu de concurrence à Notre-Dame de Lorette et à la Trinité. Quelle culture. Vous dites votre papa, Benno, était venu de Pologne en Allemagne, au lendemain de la guerre de 14. Votre maman, qui s'appelait Dora, elle était née à Chemnitz, dans la maison où vous-même vous êtes né. Alors, vous racontez effectivement un petit peu votre enfance. En 1933, Hitler arrive au pouvoir et vous rentrez à l'école. Je rentre à l'école. Vous dites, vous racontez au début une enfance plutôt normale. Vous dites, vous ne commencez pas, enfin, vous n'en rendez pas compte évidemment tout de suite, vous avez 5 ans, mais vous dites, voilà, commence à avoir des exactions contre les Juifs. Mon père était polonais, donc il les protégeait, en tout cas dans un premier temps. Vous racontez aussi l'école au début et au fur et à mesure, quel est votre premier... Vous racontez les associations de jeunesse juive de l'époque. Vous dites qu'il y en avait 3. Il y avait le Maccabi Hatzaïr, une association de jeunesse juive libérale où vous étiez. C'était un groupement de scouts. Et vous racontez que finalement votre première rencontre avec l'antisémitisme de l'époque, c'est quand vous allez voir une pièce pour les enfants. En 1936, et où à l'opéra. À l'opéra, non, mais c'est que nous sommes allés chercher des billets pour je ne sais plus quelle pièce. La Belle au bois dormant, vous dites dans le livre. La Belle au bois dormant. Et puis, sur le chemin, j'ai rencontré un collègue de la classe avec son père qui allait aussi. Et, comme je le raconte, devant la caissière, très gênée, dit à ma mère « Je ne peux malheureusement vous vendre des billets. » Et pourquoi ? Parce qu'on vient de me dire que vous êtes juive. Difficile à comprendre. C'était ainsi. Et c'est là que j'ai vu, sans avoir compris, bien sûr, une humiliation, une exaction.
Alors vous dites petit à petit, effectivement, les Juifs sont mis à l'écart, vous ne pouvez plus aller à l'école. Il y a une école juive mixte qui est créée, Oui. où vous allez aller, et vous racontez ensuite vos premiers voyages. Vous avez 10 ans, on est en 1938, et vous partez avec votre maman à Marienbad. Et là aussi, il y a des anecdotes que vous racontez, et vous dites à votre mère, vous étiez déjà un enfant avec une forte intelligence, on va dire ça comme ça, et puis beaucoup vous intéressiez, vous dites, vous commencez à lire des choses et vous dites à votre mère, c'est pas possible, des choses pareilles, ça peut pas exister. Parce que j'ai lu dans une pâtisserie de la rue principale, la Kaiserstrasse, j'ai lu un article, une journée à Dachau. Et en disant, c'est de la propagande, ça ne peut pas être. En mangeant mon gâteau préféré, l'éclair au café. C'est l'éclair café. Ah, si j'avais su, on vous en ramenerait ce matin. Pas au chocolat, au café. Bon, alors la prochaine fois, promis, on vous ramènera des éclairs au café. Vous racontez aussi dans le livre, Félix Pitz, comment finalement le départ, on est fin octobre, vous rentrez chez vous. Là, il y a votre maman, vos parents qui devaient partir à une soirée du Bnei Brit, votre maman a une robe du soir, etc. Et vous voyez 2 personnes qui sont là, 2 inconnus, et qui commencent à poser des questions à votre père et qui vont vous emmener. Non, mon père n'était pas encore rentré. Oui, pas encore. Alors, c'est quelques lignes plus tard. Des 2 personnes que je ne connaissais pas. Mon père entre, il nous invite de les suivre. Mon père est rentré pour s'habiller. Suivre, on les suit. Une fois dans le vestibule de l'immeuble, mon père dit, maintenant vous nous dites où vous nous amenez, où je vous promets un beau scandale dans la rue, et je ne pense pas que vous le souhaitez. Et là, ils l'ont dit. Et ils nous ont amenés dans une salle où il y avait déjà quelques centaines de personnes d'assemblée. On nous a remis un avis d'expulsion. La raison était que le gouvernement polonais avait décrété que tous les citoyens polonais qui pendant 5 ans n'étaient pas rentrés au pays seraient automatiquement déchus de la nationalité. Alors pour pallier à la chose, le gouvernement allemand a décidé de les expulser. Mais curieusement, on n'a expulsé que les Juifs. Curieusement, comme vous dites. Alors on vous autorise, votre mère et vous, à rentrer chez vous, mais à prendre 2 valises simplement. Votre mère dit au revoir à sa propre mère. C'était la dernière fois. Ne sachant pas qu'elle la reverrait plus. Qu'elle la reverrait plus. Et puis vous partez dans des voitures de chemin de fer et vous allez arriver à Bytom et ensuite donc en Pologne. Et là, vous dites, je vais découvrir un autre pays et une toute autre manière de vivre que celle à laquelle j'étais habituée. Une autre manière de vivre, je découvre 2 choses. Je découvre d'abord, après une belle claque de mon père, que l'eau courante et que l'eau chaude n'ont pas été inventées. L'électricité, pas davantage. La lampe à pétrole, la fosse à purin, l'eau du puits, les paysans très pauvres. Et on arrive à Katowice, la première ville polonaise. Bon. Et encore, on était relativement privilégiés dans la mesure où les gros des expulsés passaient par Zbonchyn, et bien en allemand Benjin, je crois, et bien qui était à l'autre bout, qui était à une autre frontière. Donc nous étions relativement peu. Et de là, mon père avait une relation d'affaires qui nous a hébergés pendant quelques jours, et nous sommes partis à Cracovie. Et vous êtes partis à Cracovie. Et puis ensuite, il y a eu un certain nombre de périples. Alors vous racontez à un moment donné que vous êtes à Sanok. C'est là que vous apprenez le yiddish, et grâce à des jeunes gens de votre âge qui parlent entre eux. Et du coup, votre mère, ça lui va pas du tout, et dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette langue ? Il faut pas parler cette langue, il faut pas parler yiddish. Non, c'est pas de l'allemand, c'est du n'importe quoi. Et alors, la belle chose, d'abord, déjà à Cracovie, je ne comprenais pas, quand dans le tramway, on entendait tout d'un coup dans la rue hurler « Les Juifs en Palestine ». Je ne comprenais pas.
Aujourd'hui, les Juifs sont en Palestine, il y a quelques Polonais, mais on ne les laisse pas longtemps. Ils peuvent rester que comme domestiques pendant quelques temps. Bon. Les choses étant ce qu'elles étaient, comment dire, Sanok. Alors, je suis avec des garçons, évidemment, qui avaient une autre tenue, et qui avaient une autre approche, mais qui m'avisent d'une chose. Il va y avoir un match de football. Alors, méfie-toi. L'équipe locale jouera contre l'équipe des Tarnov. L'équipe des Tarnov, nous la supportons parce qu'ils sont moins antisémites que les autres. Que les autochtones. Mais méfie-toi, si les autochtones perdent, ça sera haro sur les baudets, mort aux Juifs, et on va nous taper dessus. C'est ce qui s'est produit. Alors, vous racontez pendant plusieurs pages les va-et-vient, parce que ensuite vous allez dans la campagne polonaise, vous êtes logé chez un paysan, vous dites là, j'ai 12 ans et je continue malgré tout à avoir des occupations d'enfant. Vous adoriez les timbres, vous collectionniez les timbres. Ça, c'est avant. Ça, c'était avant. Vous voyez, moi, je fais des allers-retours dans le livre, mais alors vous êtes... J'ai même créé une entreprise, si on peut appeler ça ainsi, puisque j'avais créé un tampon qui mettait philatélie et les noms du bled. Et comme j'avais gardé un acte de naissance, et les actes de naissance qu'on délivre en Allemagne indiquent qu'un tel est né, des pères un tel et des mères une telle, à telle et telle date, en tel et tel lieu, rien d'autre. Et cet acte est délivré une fois et valable toute l'existence, contrairement à la France où tout le processus de vie est indiqué, ce qui fait qu'un acte de naissance n'est valable que pendant quelques mois. Bien, ça me permettait, premièrement, de demander à la Poste de m'envoyer toutes les émissions des timbres. Il y en a eu beaucoup à cette époque. Jusqu'au jour où ça s'est su, évidemment, j'en recevais plus. Et j'étais devenu, en quelque sorte, celui qui pouvait se déplacer librement. Et bon, cette bourgade était très, très proche de Cracovie. Aujourd'hui, c'est incorporé à Cracovie. Il s'est développé, parmi les quelques dizaines de familles juives, une espèce de vie une véritable vie sociale. Il y avait une réorganisation finalement de tout cela. Alors vous racontez ce jour où il y a un homme qui arrive, qui s'appelle Alex Forster. Vous dites, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas comment mon père l'a rencontré, c'est un personnage un peu bizarre. Il arrive comme ça et il dit que certains doivent partir. Et votre père... Oui, ça c'est beaucoup plus loin. C'est pas 52. Ça c'est beaucoup plus loin. Mais il faut qu'on avance dans le récit. C'est pour ça que je suis obligée de sauter entre guillemets certaines étapes du parcours et nos auditeurs vont lire votre livre Félix Pitz, donc ils suivront tout le parcours. On est donc à ce moment-là du livre et votre père vous dit il faut que tu t'en ailles. Tu vas aller chez Alex Forster. Vos parents veulent que vous partiez. Ça, ce fut le moment le plus tragique de mon existence. Parce que, bon, il sait ce qu'il dit, il croit savoir ce qu'il fait. Bon, je m'exécute, étant loin de savoir que je vois mes parents pour la dernière fois, et que... peu de temps après, j'étais devenu orphelin sans le savoir. Votre papa vous dit cette phrase, à ce moment-là, qui a guidé ensuite votre parcours pendant toute la guerre, qui a guidé votre instinct de survie et qui, je pense, j'imagine, quand je vous vois aujourd'hui, Félix, a dû guider toute votre vie, finalement. Votre père vous dit cette phrase, « Promets-moi une chose, de ne jamais faire de bêtises majeures. » Je m'en suis tenu là. Et vous n'avez jamais fait de bêtises majeures. J'ai eu la chance de ne pas être confronté peut-être à des situations où je ne sais ce que j'aurais fait. Je peux, au jour d'aujourd'hui, me regarder dans une glace. Amen. Amen.
Donc vous partez, vous avez 14 ans. Quels sont vos souvenirs de ce moment-là ? Alors vous allez aller d'abord dans une gare et on voit déjà la manière dont vous allez... Pour aller dans la gare, il faut pas oublier que le fait de parler l'allemand est un atout considérable. Bien sûr. J'étais vêtu d'une culotte de cuir bavaroise avec des bretelles au milieu, sous cellophane encerclé un Edelweiss. Bon, je traverse une place que j'ai cru immense, mais quand je l'ai revue après-guerre, elle n'est pas si immense que ça. Il y avait des milliers de gens, il y avait de la police allemande, de la police polonaise. Il fallait traverser la place, on ne pouvait pas la contourner pour aller à la gare. Et je suis interpellé par 2 personnes et je ne peux pas répondre. Dans les chaos qu'il y avait déjà, ça ne dénotait pas trop. J'arrive devant la gare et un policier de chaque côté, document. Je n'ai aucun document en dehors d'un étui de jeunesse hitlérienne, où il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien dedans, mais bon. Et je demande en allemand au policier, je dois aller à Cracovie, j'ai un train à prendre, dites-moi l'heure s'il vous plaît. Et l'autre semble ne pas avoir compris. J'élève la voix et je le redis, et il me donne l'heure et je passe. Voilà à quoi tient une vie. Voilà à quoi tient une vie. Alors ça, c'est une des premières fois, en tout cas, où vous êtes confronté à ça, mais il y en aura beaucoup d'autres. Beaucoup de fois où, comme vous dites, à quoi tient une vie, à l'instinct, à votre instinct de survie, à une intelligence aussi, à plein de choses que nos auditeurs vont découvrir dans le livre. Alors là, c'est le début dans le ghetto de Cracovie, où vous allez rentrer, où vous êtes seul, vous allez retrouver des gens que vous connaissez. Enfin, au début, vous cherchez Alex Forster, qui a un frère. Enfin, voilà. Et vous dites, vous allez commencer à découvrir le ghetto de Cracovie. Il y a le ghetto A et il y a le ghetto B. Et il y a là aussi une vie qui s'est finalement organisée. Ah oui, une vie parfaitement organisée à telle enseigne qu'il y avait des magasins, il y avait des denrées. Si on avait de l'argent, on trouvait tout. Oui. Et puis surtout, il y avait un contact étroit avec la ville, puisqu'il y a des commandos qui sortaient tous les jours dans les entreprises en ville, etc. Mais embêtant, je me suis fait faire un faux badge. Et je sortais le matin avec le commando, tout en enlevant le badge, en enlevant les brassards avec l'étoile, qui n'était pas jaune, qui était bleu, et en faisant l'école buissonnière. Et vous sortiez comme ça et vous rentriez. Je revenais. Pour le revenir, c'était le même processus. Et comme en dehors du fait que je n'ai manqué pas d'argent, j'ai pu rémunérer des professeurs qui ne demandaient pas mieux, qui d'enseigner, puisqu'il n'y avait plus de scolarité à proprement parler. Et en fin de compte, je me suis mis à faire des commerces. D'abord, les cigarettes. Oui. Je les ai achetées en gros, je les revendais à la pièce. Ensuite, j'ai acheté dans les magasins pour Allemands, la seule denrée qu'on pouvait acheter sans ticket, à savoir le paprika. Paprika. Je finis par inonder les ghettos de paprika jusqu'au jour. Tout le monde a du paprika. Vous allez vendre du paprika. Je suis resté avec le stock. Et je vais revenir sur quelque chose que vous venez de dire, Félix Pitt. Vous venez de dire, je pouvais rémunérer des professeurs. Vous avez 14 ans, vous êtes seul, vous êtes dans le ghetto de Cracovie, vous avez un peu d'argent, mais pas non plus. On peut se dire qu'un adolescent de 14 ans pourrait acheter d'autres choses avec de l'argent plutôt que de se dire, je vais rémunérer des professeurs. C'est incroyable comme réaction, mais c'est magnifique. Pourquoi ? Parce que vous saviez qu'il y avait des choses qu'il fallait apprendre ? Je ne sais. Je ne saurais dire. On m'a toujours appris une chose. On peut tout prendre, mais on ne peut pas prendre ce qu'il y a dans la tête. À moins de prendre la tête avec. Oui, vous avez raison.
Alors, il y a toute cette vie dans le ghetto, vous l'avez dit, qui s'organise. Vous dites que les journées sont occupées par des va-et-vient incessants. Et vous dites aussi, à un moment donné, dans le ghetto, beaucoup de gens commencent à se rendre compte qu'ils ne survivront pas. Vous parlez de Mordechai Gebertig, qui est un poète, compositeur. Vous dites un des rares auteurs qui a écrit en yiddish. Et vous entendez des années après ces paroles qu'il avait écrites à ce moment-là. Chair de poule. Chair de poule, ouais. Les gens, vous dites, commencent à se rendre compte. Est-ce que vous vous rendiez compte vraiment du danger, simplement en sortant, en rentrant tous les jours? Vous dites au début de l'entretien, dans vous dites, l'action, on n'a pas peur. La preuve en est, quand j'ai eu l'épisode où pour frimer, j'avais un laissez-passer qui était limité dans le temps et que j'ai prolongé en falsifiant les dates, mais évidemment maladroitement. Et un jour, un policier polonais m'attrape. Qu'est-ce que c'est que ces bouts de papier? Voyant que les choses allaient mal tourner, je lui ai arraché des mains et comme c'était un bout de papier pas trop épais ni trop grand, je l'ai mangé. Les corps du délit ayant disparu, ça m'a valu une paire de claques et ça s'est arrêté là. Et du coup, au moins, voilà, ils vous ont pas arrêté pour ça. La chose la plus tragique, c'était après avoir vu une cartomancienne qui m'a prédit un avenir radieux, j'étais convoqué à la police du ghetto et, en quelque sorte, arrêté, sans être mis ni en prison, ni en cellule, à la disposition de l'Abwehr, c'est-à-dire les contre-espionnages allemands, les services de l'amiral Canaris, à la disposition d'un dénommé Neumann. Pas mis en cellule, mais gardé au poste. Les journées, je les passais dans un atelier de tailleur. Oui. Et j'ai dormi là où dormaient les policiers quand ils avaient une pause, ou des nuits, les drames des Cracovie, que la ville était infestée des punaises, c'est ce que vous dites plusieurs fois. Ouais. Partout des punaises. Toujours est-il que je passe les interrogatoires, les lecteurs les liront. Il va lire, exactement. C'est fut relativement drôle, parce que je coupais la parole à tout le monde, y compris au chef de la police juive, ce qui me valait une paire de claques de Neumann, qui me disait « Tu dois respecter ton chef ». Et ce chef de la police, qu'on appelait euphémiquement SS, parce que son vrai nom était Simcha Spira. Vous aviez du répondant, hein, clairement, à l'époque. Oui, vous n'aviez pas peur, ça se sent quand on le redit, vous avez raison. La dactylo, je dictais directement la dactylo, qui ne cessait de rire, tout le monde riait. Seulement, ça a dû constituer un épuisement nerveux tel que lors d'un interrogatoire, à la suite, je m'étais évanoui. Vous êtes évanoui. Alors vous dites un peu plus tard, très vite, vous comprenez que les êtres humains dans le ghetto s'habituent à toutes les situations. Je reste persuadée que je ne suis pas comme les autres et que je ne connaîtrai pas le même destin que ceux qui partent. C'est sans doute présomptueux, mais c'est ce qui me permet, jour après jour, de sauver ma peau. L'instinct de survie est le plus fort. On arrive au chapitre 5 du livre, intitulé « La rafle ». Vous dites que quelques temps après donc l'arrestation dont on vient de parler, les habitants du ghetto doivent quitter le domicile, tous les logements sont vidés. Là, vous allez partir pour où, Félix? Et on est resté dans l'appartement parce qu'il y avait un dénommé Schenker, industriel en machines agricoles, qui était atteint d'un cancer de la prostate. Et la gendarmerie est venue dans l'appartement. Sa femme était hongroise. Alors moi, j'essayais de jouer là-dessus, les Hongrois étant les alliés des Allemands. Toujours est-il, les policiers n'ont rien dit. Donc, bon, vous descendez comme tout le monde. Quant au malade, on viendra les chercher pour l'amener à l'hôpital. Bon, on est descendu. Et quand on est descendu, c'était quasiment la fin de l'action. Et je vois déjà la gendarmerie est en rang. Et en revanche, je vois qu'il y a des gens qui veulent aller de gauche à droite et qui sont battus.
Et je reconnais celui qui était chez nous. Et je lui demande, mais vous savez, le Hongrois, là, où est-ce qu'on doit aller, à gauche ou à droite? Et il me répond, à droite. On va à droite. Et quelques minutes après, c'est la fin. Et là, la chose affreuse, une de mes premières courses, c'était d'aller à l'hôpital, qui était tout proche, et de demander au concierge quel est le numéro de la chambre d'un tel. Et il me montre une fenêtre. Je dis non, je vous demande. Je finis par regarder la fenêtre et je vois une cour de quelques centaines de mètres carrés, avec des brancards, plein de sang, que de tués par balle. C'est ceux qui étaient de l'autre côté. Pardon? C'est ceux qui venaient d'être tués. Tous les malades venaient d'être tués par balle. Et d'après ce qu'on m'a raconté, un néoné, un nouveau-né, attrapé par les jambes, et un obro prussien, von Malutschki, l'a balancé en lui fracassant la tête. Alors vous racontez tout cela dans le livre, Félix Pire, et vous expliquez que nous sommes le 13 mars 1943, jour de la liquidation du ghetto de Cracovie. Vous dites que vous devez aller au camp de Plaszow, vous le prononcez mieux que moi, distant du ghetto de quelques kilomètres. Et là, vous dites, voilà, vaille que vaille, la vie s'organise. Et là, évidemment, c'est encore beaucoup plus difficile. Les enfants, les malades, les vieillards, on ne les laisse pas sortir. Par excellence, mauvais signe. Et comment faire? Une fois non, deux fois non, et tout d'un coup, je vois un des officiers allemands que j'avais rencontré, Willy Kunde, qui s'était fait faire un uniforme et qui a bavardé avec moi. Je m'approche de lui, et lui, très agacé, me dit « Qu'y a-t-il encore ?» Je dis « Écoutez, moi, je veux sortir, je veux aller à Plaszow, et on ne veut pas me laisser sortir. » Ah bon, tu n'as qu'à dire que j'ai dit... Que tu peux sortir. Que tu dois sortir. Je retourne, non. Je dis, Willy Kunde a dit qu'on me laisse sortir. Les noms, il était, je crois, Obersturmführer, officier des SS, et je suis passé. Et à quoi ça tient à rien. À votre culot et à votre intelligence. Le culot à ce moment-là. Et la présence d'esprit et l'absence de peur. Alors vous racontez ensuite la vie dans ce camp Plaszow, et à un moment donné, vous dites « Je surprends une conversation étrange entre un médecin allemand et plusieurs médecins juifs. Le médecin allemand demande à ses confrères juifs pourquoi ils mettent tant d'acharnement à vouloir survivre. Ils lui répondent « Nous le devons absolument pour pouvoir témoigner. » Le médecin allemand réplique par un énorme éclat de rire « Peine perdue, personne ne le croira. » C'est le titre de votre livre ensuite, Félix. Eh oui. Et c'est une des raisons, à mon sens, pour laquelle Primo Levi s'est suicidé devant l'incompréhension de tout le monde. Parce que lui, il a essayé de parler. On va continuer, Félix Pire, à parler de votre livre, de ce parcours. Alors, je l'ai dit, on ne peut pas tout aborder, mais nos auditeurs vont lire le livre. Vous parlez de la vie juive dans ce camp de Plaszow, et vous dites que la prière s'effectuait tous les matins, et à un moment donné, vous parlez de Kippour. C'est beaucoup plus tard dans le livre. Je sais que vous suivez bien, vous voulez que je suive absolument la chronologie, mais à un moment donné, vous parlez de Kippour et de la limonade. Oui. Ça, c'était déjà à Melk. Ça, c'était dans le camp d'après. Longtemps après. Eh bien, mais je ne vous ai pas raconté l'histoire parce que j'étais devenu brosseur. Oui. C'était quoi brosseur à l'époque? Expliquez, que comme on est en vacances scolaires, c'est qu'il y a des enfants c'est quelqu'un qui fait des brosses. Des brosses, voilà. Parce qu'à l'époque, on traitait soit de soie de porc, soit du crin de cheval, pour faire des brosses. Par la suite, c'est autre chose. Mais ça se faisait à la main, souvent. Et ça, c'était pour avoir une activité légale. Effectivement, à Plaszow, travailler dans l'atelier de la brosserie.
Mais là, vous m'interrogez sur... Sur la manière dont finalement les personnes dans le camp essayaient de garder une vie juive. Ou à Melk? Oui, à Melk. Où vous racontez, avec le jour de Kippour, il faut faire soi-disant ripaille. Voilà, j'étais un peu plus loin. Deux jeunes gens qui devaient avoir entre 20 et 30 ans, avec leur père qui en avait le double. Eh bien, Kippour, on savait. Et il convient, pour rompre le jeûne, de faire bombance. Ce qui veut dire que vous jeûniez ou que certains jeûnaient. Pardon? Ce qui veut dire qu'ils jeûnaient. Ils jeûnaient. Et je connaissais un Français qui s'appelait René, qui était là en tant qu'électricien, engagé par l'STO. Et lui, on bavardait ensemble contre une paire de chaussettes en fibrane, qui ne valait pas grand-chose. Il me donnait 3 bouteilles de limonade. Et j'ai ramené... j'ai décrit de quelle façon ces bouteilles de limonade que je tronquais contre des cigarettes. Ouais. Car il fallait une vingtaine de cigarettes pour acheter un pullover. Et malheureusement, catastrophe, un soir, lorsque je partais aux latrines, en revenant, j'ai constaté le vol de ces cigarettes. C'était l'effondrement de la bourse. Et de l'humour. Je reviens un petit peu en arrière. Félix Pierre, effectivement, vous racontez ensuite Plachot, il y a l'arrivée au camp de Mauthausen. Et quand vous racontez, vous dites que vous étiez dans l'avant-dernier wagon du train, qui faisait une chaleur absolument, c'était terrible. Et à un moment donné, vous dites il y a un peu de fraîcheur, on sent que quelqu'un nous arrose, en fait, avec un tuyau. Et c'était Oscar, le wagon qui partait des Plachot. Qui partait de Plachot pour aller à Mauthausen. Et vous dites c'est Oskar Schindler. Oui, c'était Schindler. Qui arrosait comme ça Qui arrosait les wagons. Et d'ailleurs, c'est bien reproduit dans le film. Oui. C'est pour ça que je veux le faire raconter, parce que c'est une scène du film. Je fais une petite parenthèse à l'intérieur de votre parcours. De manière générale, est-ce que quand on a vécu ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez lu d'autres témoignages d'anciens rescapés? Est-ce que vous avez vu des films? Vous me parlez du film La liste de Schindler. La liste de Schindler, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous J'étais surpris par... Vous savez, une fiction est une fiction. C'est ça, c'est le débat, c'est la question. Par la relative fidélité à la réalité pour certaines choses. Mais c'est que je ne vois pas dans le film, et je questionne les gens... Lorsque vous avez vu le film, avez-vous eu la notion que ça se passait sur un cimetière? Et les gens me disent non. Parce que quand vous voyez, à la fin du film, la famille Rosner qui défile, c'était des musiciens, et qui mettent traditionnellement une pierre sur une tombe, on ne comprend pas. Eh bien, Plachov était le dernier cimetière juif de Cracovie, où on a fait le route avec les granits des pierres tombales. Et d'ailleurs, dans le musée de Schindler, recouvrant un pan de mur, il y a une carte, le plan de Plachov, avec une écriture en anglais. Ceci est un cimetière et personne n'en sortira vivant. De manière générale, donc vous me parliez de la liste de Schindler, est-ce que vous pensez que pour la transmission, on l'a dit au début de cette émission, vous avez 91 ans, Félix, vous avez mis 87 ans quasiment pour parler. De manière générale, est-ce que vous pensez que les films comme ça, les fictions autour de cette période, autour de la Shoah, sont importants pour transmettre, ou alors il n'y a que la parole, la vérité, celle des témoins, celle des rescapés et celle ensuite de ceux qui pourront raconter? C'est difficile à dire parce que, bon, lire des horreurs, je ne pense pas qu'on aimerait les lire.
Elles ont existé. Et alors, donc, vous ne pouvez pas forcer les gens non plus. Voyez-vous, les chocs. J'ai eu 3 chocs. Je ne parlais pas de mes parents, bien entendu. C'est trop douloureux. Mais 3 chocs. Le vol des cigarettes. Un jour sur la rampe, voyant les gamins qui sont en train de taper dans le ballon au foot. Avant que l'école n'ouvre. Et tout, pouilleux, affamé, éclatant de pleurs. Pourquoi ? Devant l'injustice, que eux ils peuvent taper dans le ballon et moi je ne peux pas. Et la 3e catastrophe, c'était lorsque, après-guerre, je suis dans un wagon de chemin de fer. Et j'ai à côté de moi, à savoir, à ma gauche, un Tatar. En face de moi, un capitaine de l'armée soviétique. Et à côté de lui, une femme lieutenant. À un moment donné, le soldat sort du compartiment. Les capitaines me demandent, voyant mon allure, tu sors des camps ? Et tu es juif ? Oui. Moi aussi. Et le lieutenant que tu vas à côté, c'est ma femme, elle aussi. Mais quand les Tatars rentrera, on n'en parlera plus. C'est comme si on m'avait donné un coup sur la tête. Et vous vous dites, après tout ce qu'on a vécu... Tout ça pour ça. On peut même plus dire qu'on est juif. Alors, dans le livre, vous parlez évidemment de toute l'horreur des camps, de la faim, de la soif, du froid, des gens qui meurent autour de vous. Et il y a la libération en avril 1945. Et là, vous allez à un moment donné croiser 2 militaires américains. Vous dites, ce sont 2 jeunes gens à peine plus vieux que moi. J'ai 17 ans. Ils doivent en avoir 20. Et vous dites que vous allez vous approcher de l'un d'entre eux et vous allez lui dire en anglais, que vous parlez bien anglais, hein, « Remember this moment because as far as I will be alive, I will never forget it. » Souvenez-vous de ce moment, car aussi longtemps que je vivrai, je ne l'oublierai pas. Pourquoi vous avez été... C'est incroyable comme phrase. Et nous sommes... Alors, ce qui me reste, c'est que pour des raisons que j'ignore, il avait des gants avec une jupe énorme qui allait au-dessus du coude. Et nous sommes tombés dans les bras et on chialait tous les 2. Such is life. Nous ne sommes jamais revus. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais bon. Qu'est-ce que ça représentait à ce moment-là, voir les Américains arriver comme ça ? Le problème était que le premier moment, le soir, on ne voyait ni allemand. Si quelqu'un, là où on était, voulait s'évader, il pouvait. Oui. Pour aller où ? Pour aller où ? Oui. Il n'y avait rien d'autre. Il y en a eu quelques cas. Il y en a eu quelques-uns qui étaient assez solides pour pouvoir le faire. Mais sinon, bon. Alors, on voyait plus d'Allemands, on ne voyait pas d'Américains. Les Américains nous ont dépassés. N'est-ce pas ? Ils faisaient la guerre que sur les grandes routes. Et une mitrailleuse qui tirait, les chars faisaient demi-tour. L'aviation arrivait, boum, boum, boum. On rasait tout et on réavançait. Ouais. À la fin de la guerre, vous avez 17 ans, vous faites 33 kilos pour 1m55. Oui, et j'ai grandi de 10 cm. D'un coup, en une année. Et j'ai quasiment doublé mon poids, votre poids en une année. En une année. Alors vous allez vous remonter dans un train, vous allez croiser des déportés qui recrutent des personnes pour les emmener en Israël. Vous allez jusqu'à Salzbourg. Finalement, voilà, bon, vous allez continuer à errer comme ça. Et puis finalement, vous allez arriver en France. C'est une demi-sœur de votre mère qui est à Paris, qui va vous chercher par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Elle avait quitté l'Allemagne en 1933. En 1933. Et puis en même temps que Fritz Lang. Ouais. Et le 12 décembre 1947, vous arrivez à Paris. Vous dites, je suis en miettes, tout comme la ville, et je dois reconstruire ma vie. Comment vous l'avez construite ensuite, votre vie, Félix Pire ? Ça fera peut-être partie
Du deuxième livre? D'un deuxième livre. J'adore. Mais c'est banal, et ça ne représente, ma foi, pas plus tellement d'intérêt. Si, moi ça a de l'intérêt, je veux savoir ce que vous avez fait après. Il y a le père du philosophe Enthoven, qui était éditeur chez Grasset. Jean-Paul Enthoven, oui. Que j'avais invité à déjeuner un jour. Et puis en parlant, il me dit, maintenant, expliquez-moi, comment avez-vous fait pour venir de Mauthausen au cercle interallié? C'est ça. Bonne question. Vous avez travaillé? Vous avez mené fallait bien. Vous avez été dans quel domaine après? En vous voyant, j'ai une petite idée, mais je veux que vous me confirmiez. Vous avez été dans quel domaine de... J'ai fait 36 métiers. J'ai commencé comme garçon de course. J'ai fini comme industriel, après avoir été conseiller juridique. Donc un parcours chaotique, très long, très éclectique. Ma foi, j'estime... Bon, mon fils, qui a fait une carrière brillante, en tant que... ESSEC, Sciences Po, ENA, oui. Les conseils d'État, les cabinets ministériels, président de la Fédération française d'assurance, vice-président du MEDEF. Il continue sa carrière. Donc, nous avons tous les deux des caractères de cochons et nous nous heurtons, tout en nous aimant beaucoup. C'est ça l'existence. C'est ça l'existence. Et votre petit-fils, dont vous me parliez hors antenne, qui vit au Canada, c'est ça? Exactement. Vous êtes aujourd'hui le fait d'avoir raconté pour la première fois Félix Pitsch, je le redis, à l'âge de 91 ans, parce que moi je suis totalement scotché et émerveillé par votre intelligence, par votre acuité, par tout ce que vous dites dans le livre. Oh, bah, si je peux le dire, c'est la fin de l'émission maintenant. Puis à 91 ans, je peux vous faire une déclaration, mon mari vous en voudra pas. Dans ce livre, Félix Pitsch, Personne ne me croira, qui vient de sortir aux éditions Fayard, finalement, quand vous avez terminé le livre, on a commencé l'émission en disant à quel point ça avait été dur d'écrire, de relire ce que vous aviez écrit. Finalement, aujourd'hui, vous vous dites, j'ai bien fait de le faire, j'ai bien fait d'avoir écrit, d'avoir transmis, d'avoir posé. Je n'ai aucun remords, évidemment. La seule chose, est-ce que ça servira à quelque chose? Évidemment que oui. Vous êtes inquiet aujourd'hui? Vous terminez à un moment donné dans le livre en parlant des attentats de 2015, sur ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde. Et dans le monde, c'est parce que le phénomène est universel. Et je m'interroge de savoir, imaginons, un phénomène pareil se serait produit aux États-Unis. Quelle aurait été la réaction de l'Américain moyen? Je n'ose pas y penser. Vous êtes inquiet aujourd'hui pour le monde qui arrive, pour le monde qui vient, pour celui dans lequel vivra votre petit-fils et vos arrière-petits-enfants? On ne peut qu'être inquiet, mais la peur n'évite pas le danger. La peur n'évite pas le danger. Et dans l'action, on n'a pas peur. Voilà. Dans l'action, on n'a jamais peur. On n'a jamais peur. Vous avez aujourd'hui, finalement, à 91 ans, Félix Pitsch, commencé à témoigner. Vous me disiez hors antenne, je suis invité là dans telle école, dans telle école. C'est la première fois que vous allez faire ça? On n'est plus... Si, on est encore à l'antenne. Ah bon? J'ai fait une conférence à l'université de Fribourg, en Allemagne. J'ai fait une mini-conférence devant quelques Français, Américains, Anglais, chez un banquier privé. Je fais une autre conférence, un avocat à la cour, vicomte, personnage haut en couleur, m'a invité chez lui pour faire une conférence à sa fille. Et ben voilà, mais il a entièrement raison, parce qu'il faut... À sa fille, mais j'ai dit, mais comment faire
qui avait 12 ans à l'époque, comment faire pour ne pas traumatiser une fille de 12 ans. Oui. Il paraît que je suis arrivé à le faire avec beaucoup de succès, parce que maintenant, je suis convié à l'école de Nanterre, où on forme les danseurs et danseuses de l'opéra, à la fin du mois, de leur faire une conférence ici de jeunes gens qui ont exactement l'âge que j'avais lors du récit. Mais il faut que les jeunes entendent. Moi, j'ai mes filles en studio. Vous voyez, là, je voulais qu'elles vous entendent aujourd'hui parce que c'est important de transmettre et c'est eux qui vont transmettre ensuite votre également, histoire. Je viens d'être approché par l'ambassadeur d'Allemagne fédérale. Eh ben, ils ont bien eu raison. Félix Pitt, merci beaucoup. C'est pour des moments comme celui-là que notre radio existe et qu'on est heureux de faire ce métier et d'avoir pu vous rencontrer. Convié. Félix Pitt, personne ne me croira, ça vient de paraître aux éditions Fayard. On voulait mettre de la musique, mais voilà, hop, j'ai préféré vous laisser le temps de parole maximum parce que c'était important que vous puissiez raconter. Merci beaucoup.